Ok, Boomer. C'est contre nature. Hein. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. Pourquoi elles ont pas plus? Et puis si on est au SMIC, faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là. On va les couilles, frère. Fight for your lives before it's someone else's job. Dracarys. Le cœur est-il plus fort que la raison? Parfois oui. Par amour, le roi Édouard VIII a abdiqué car sa compagne, Wallis Simpson, n'était pas acceptée. Mais parfois la raison l'emporte. La princesse Margaret a fait passer son devoir avant son bonheur, mais cette décision n'affecte en rien la sincérité de son histoire d'amour. Ainsi, pour notre tout premier portrait, Au Carré vous propose de découvrir ou de redécouvrir Margaret du Royaume-Uni, une princesse privée de son conte de fées. Margaret a 6 ans quand son père devient roi du Royaume-Uni et des dominations sous le nom de George VI. C'est au palais de Buckingham qu'elle grandit, aux côtés de sa sœur aînée, Élisabeth II, héritière de la couronne. Rapidement, les deux sœurs développent des caractères très différents. D'un côté, Élisabeth, très conventionnelle. De l'autre, Margaret, au tempérament affirmé et rebelle, amatrice de tabac, whisky et soirées mondaines. Elle l'assume devant Jean Cocteau, poète et cinéaste. La désobéissance est ma joie, lui dira-t-elle. En accord avec cette attitude, la princesse s'éprendra de l'écuyer du roi, de 15 ans son aîné, le capitaine Peter Tonson. Une attirance d'abord à sens unique, car cet héros de la Seconde Guerre mondiale est marié et père de 2 enfants. Pourtant, la situation prendra un tout autre tournant à la mort du roi George VI. Margaret est dévastée. Pour beaucoup, elle était la fille préférée de son père. Cet événement rapprochera Peter et Margaret, mais à l'abri des regards. Sous le règne d'Élisabeth II, le capitaine devient l'intendant de la reine-mère à Clarence House, où cette dernière et sa cadette y résident depuis la mort du roi. Une aubaine pour les deux amoureux qui continuent de se rapprocher. D'autant plus quand Peter reçoit une lettre de sa femme lui expliquant qu'elle souhaite divorcer et partir avec les enfants. Cette annonce ravira Margaret qui rêve d'enfin s'afficher aux côtés de son bien-aimé. Chose qu'ils feront en 1953, une fois l'officialisation du divorce de Tonson. Dès lors, ils feront la une des journaux. Car cette relation n'est pas acceptée avec plaisir par la famille de Margaret et le gouvernement britannique. Les médias et une grande majorité de la population soutiennent cette idylle. Mais la route menant à l'amour n'est pas sans embûches. En tant que princesse, Margaret ne peut épouser n'importe quel homme, et malgré une belle carrière militaire et un travail irréprochable envers la famille royale, Peter n'est pas considéré comme un bon parti. Roturier et divorcé, un mariage avec lui irait à l'encontre de l'Église anglicane. La seule condition pour qu'un divorce soit considéré comme valide aux yeux de l'Église est la mort d'un des deux époux. Là n'est pas le seul problème. Une loi interdit à un membre de la famille royale de se marier sans l'autorisation du souverain avant ses 25 ans. Une fois chose faite, le gouvernement doit donner son aval, mais la princesse devra renoncer à ses titres royaux ainsi qu'à ses privilèges. Mais pour Margaret, le choix est fait. Très croyante, elle préférera mettre un terme à sa relation avec Peter. C'est donc le 31 octobre 1955, au micro de la BBC, qu'elle annoncera la nouvelle. Finalement, elle se mariera 5 ans plus tard, le 6 mai 1960, avec Anthony Armstrong-Jones, un photographe, avec qui elle aura 2 enfants, avant de divorcer 18 ans plus tard. Elle n'oubliera jamais Peter Tonson, au point de déclarer qu'elle n'aurait peut-être pas été plus heureuse, mais qu'elle aurait aimé essayer.